de ces petits garçons, peut-être l'élu parmi les élus des dieux du football. J'ai deux rêves. D'abord, jouer la Coupe du Monde. Et ensuite, être champion. Cinquième d'une famille de 8 enfants, Maradona est né en 1961 à Lanús, une banlieue de Buenos Aires. Un garçon si doué techniquement qu'il se fait très vite remarquer par les autorités du football argentin. Comme pour beaucoup de nations sud-américaines, les Argentins défendent leur identité sur les terrains de football. Une Argentine au palmarès assez faible depuis 1930, surtout si on le compare à celui de ses principaux rivaux, l'Uruguay et le Brésil, sacrés à 2 reprises pour la Céleste et 3 fois pour les Auriverde. Et malgré un indéniable talent, il faut en fait attendre 1978 pour voir l'Argentine soulever sa première et unique Coupe du Monde. Les parents de Diego sont eux le parfait produit d'une société machiste dominée par l'euphorie péroniste. Juan Perón, le leader du pays qui a créé en compagnie de Eva, sa femme vénérée, un véritable culte de la personnalité. Un culte devenu le pouls de la classe ouvrière, descendante d'immigrants catholiques d'Europe latine, venus chercher son salut outre-Atlantique. Mais cet équilibre social est précaire et presque ingérable. Résultat, une fois sa femme disparue, tout s'effondre pour Juan Perón, qui est contraint à l'exil. Eva Perón était devenue le cœur et l'âme des gens de la rue. Comme eux, elle avait connu la faim et les blessures de la pauvreté. Quand elle disparaît, à 30 ans seulement, ses admirateurs envahissent les rues pour exposer leurs revendications. Un peuple survolté cherchant à rendre un dernier hommage à sa Madone. À l'âge de 15 ans, la plupart des adolescents rêvent de leur premier boulot, de leur première voiture ou encore de leur premier rendez-vous amoureux. À 15 ans, Maradona était lui déjà la star d'Argentinos Junior. Ses rêves, rejoindre Pelé comme le plus jeune joueur à remporter une Coupe du Monde de football. À peine âgé de 16 ans, il décroche sa première sélection internationale et pense alors que ses rêves de grandeur pourraient prochainement devenir réalité. La misère du ghetto est loin derrière lui. Lui et sa famille ont maintenant un excellent niveau de vie. La misère est donc derrière, mais pas complètement oubliée. Juan Perón avait un rêve. Revenir sur le sol de son Argentine chérie. Rêve devenu réalité après 17 ans d'exil espagnol. Maintenant remarié avec Isabelle, il se bat pour que la ferveur péroniste survive.
Mais il meurt en 1974 et Isabel se retrouve alors isolée. Si isolée que le pouvoir revient au général Jorge Videla, un général qui va devenir le plus craint et le plus haï des dictateurs argentins. Notre pays traverse une période les plus difficiles de son histoire. L'intervention des forces armées est la seule alternative possible pour juguler la situation provoquée par l'ancien gouvernement et lutter contre la corruption. Videla, dont la mainmise est totale, recouvre le pays d'un voile de crainte et de cauchemar. Vivre sous son régime est une terrible expérience. L'époque est à la démonstration de force, au bruit de bottes, au son des armes automatiques et au défilé de chars. Le peuple est sous constante surveillance. Les gens disparaissent. S'opposer au régime signifie bien souvent la mort. Une mort humiliante sans laisser la moindre trace derrière soi. C'est dans ce contexte de dictature implacable et contre l'avis de toutes les nations démocratiques que la Coupe du Monde 1978 est attribuée à l'Argentine. Videla et ses troupes y voient eux bien sûr un formidable outil de propagande. Maradona pense, lui, que la compétition peut lui permettre d'exposer son talent aux yeux du monde. Mais le sélectionneur argentin a une autre idée en tête. À la place de Maradona, il offre le maillot numéro 10 à Mario Kempes, un buteur exilé dans le championnat espagnol. Le pays est au bord de l'explosion sociale. La pression et l'espoir sont terribles. Menotti pense donc certainement que cette pression est trop importante pour les épaules d'un adolescent simplement élevé dans l'esprit du football. Le symbole de cette compétition sportive de haut niveau, placé sous le signe de l'amitié entre les hommes et entre les peuples, est un symbole de paix. Je déclare officiellement ouverte cette 11e Coupe du Monde de football. Même un Maradona frustré et déçu doit pourtant se rendre à l'évidence. La confiance accordée par Menotti à Mario Kempes est pleinement justifiée. Survolant les 23 jours de compétition, le grand Mario est le symbole d'une équipe qui inspire le respect et procure une joie incommensurable au peuple argentin. Alors que Buenos Aires se prépare pour le grand jour, une finale contre les Pays-Bas, les veuves, filles et sœurs des disparus se retrouvent-elles un peu plus isolées, mais poursuivent leur combat contre le silence. Et pour une fois dans l'histoire récente de l'Argentine, la politique est mise de côté. L'équipe nationale joue bien et semble presque touchée par la grâce. Le peuple est comblé, peut-être Eva a-t-elle entendu ses prières. Le style unique de Maradona est, pourrait-on dire, presque labellisé l'année suivante au championnat du monde espoir qui se dispute au Japon. Menotti a cette fois choisi de faire du petit homme son capitaine. Et Maradona va répondre à cette confiance en menant son équipe sans relâche.
Il est totalement dévoué au collectif de la sélection, un rôle et une attitude qu'il adoptera quasiment toute sa carrière. Mais surtout, ce qui était connu et presque évident en Amérique du Sud fait maintenant la une des journaux en Europe. L'Argentine possède en ses rangs un jeune footballeur brillant dont la petite taille renforce encore l'influence. Un jeune garçon exceptionnel dont la puissance et la technique semblent innées. Presque un enfant roi dont le football coule dans les veines. Sous la houlette du capitaine Maradona, les espoirs rapportent donc un nouveau trophée prestigieux à l'Argentine. Menotti est donc maintenant plus que convaincu que si son pays veut conserver la Coupe du Monde en Espagne, il lui faut rebâtir une sélection autour du prodige Diego Armando Maradona. « 1982, encore un contexte particulier pour l'Argentine, alors en guerre avec la Grande-Bretagne pour la souveraineté des îles Falkland, les Malouines. Et là encore, une junte militaire au pouvoir, dirigée cette fois par le général Leopoldo Galtieri de l'armée de terre, le brigadier général Basilioso Lamidoso de l'armée de l'air et l'amiral Jorge Anaya de la marine. Les Britanniques éprouvent toujours leur allégeance à la couronne. Ils veulent être britanniques. Nous devons tout faire pour reprendre ces îles. La guerre des Malouines est proche de son terme, selon un scénario prévisible. Les pertes argentines sont nombreuses. Bravant le vent et le froid de ces îles isolées, les troupes argentines se considèrent comme une armée de libération. Pour les Britanniques de Port Stanley, c'est une armée d'occupation. Mais dans ce conflit d'une autre époque, pas de négociation possible. L'heure est à la retraite argentine et à la capture des combattants. Après la débâcle des Malouines, la junte militaire est contrainte de s'effacer du pouvoir. Le général Galtieri passe la main et le pays connaît une période inhabituelle de calme. Mais 10 ans de dictature et tout ce que cela implique laissent de profondes cicatrices, notamment dans les milieux urbains. Les macabres recherches de toutes les personnes disparues se poursuivent et révèlent encore un peu plus les ressources de l'homme en termes de cruauté. En ce qui concerne Maradona, entre 82 et 86, pas grand-chose de significatif. Si ce n'est tout de même un contrat très lucratif qui le pousse à quitter Buenos Aires pour Barcelone. Malheureusement, pas de grands souvenirs laissés en Catalogne. Blessures, problèmes de santé et problèmes d'adaptation affaiblissent un Maradona loin de tenir toutes les promesses placées en lui. Il recherche alors une nouvelle destination, un nouveau départ. Il débarque à Naples, au sud de l'Italie. Pour l'attirer, un contrat de multimillionnaire et un Maradona annoncé comme le Messie. Mais l'acquisition de Maradona entame largement les finances du club. Pourtant, dès l'annonce de sa signature, un abonnement au Napoli a plus de valeur que n'importe quoi aux yeux des tifosi. Naples est une ville d'où proviennent beaucoup de compatriotes actuels de Maradona, qui ont choisi de s'expatrier un siècle plus tôt.
Une ville passionnée qui accueille donc la perle du football argentin peu avant la Coupe du Monde mexicaine de 86. Mais après la rencontre, Maradona annonce « J'espère que les gens nous respecteront assez pour nous applaudir en finale ». Et comme souvent, un traitement individuel, voire particulier, est réservé aux meneurs de jeu argentins dans la canicule du stade Aztec. Carlos Bilardo est inquiet. Si une tricherie aussi énorme n'est pas sanctionnée par un arbitre et 2 assistants, l'Argentin peut dès lors se croire intouchable. Il est forcément excusé. C'est Dieu, celui du football au moins, qui prouve son équité, son sens de la justice. Exiger la victoire. Pourtant, rien n'est encore fait, mais la seconde période est l'une des plus enthousiasmantes et insoutenables de la compétition. Bilardo secoue mal. Une fois encore, la responsabilité de tirer son équipe vers le haut. Après l'épopée mondiale de 86, Maradona retourne lui en Europe et à Naples. La Coupe du Monde lui confère désormais un statut de capitaine superstar. Un statut confirmé à chaque apparition sous le maillot napolitain. Un statut qu'il va défendre. Toujours au sommet de son art, il soutient le club du bout de son pied gauche. La technique et le talent du meneur argentin va même propulser le club de Naples du statut d'outsider à celui de champion. Grâce à sa vedette argentine, le Napoli est entré dans une autre dimension et rivalise avec les plus grands clubs historiques. Contre la Fiorentina, le Napoli n'a besoin que d'un nul pour s'assurer le Scudetto. Toute l'Italie du football a les yeux braqués sur le sud de la péninsule, voire sur un seul homme. Le stade est proche de chavirer sur un coup franc de l'Argentin. Mais le tir passe de peu à côté, les festivités sont repoussées à plus tard. Mais lorsque leur héros, leur idole, est à l'origine de l'ouverture du score de Carnevale, l'explosion est telle que le reste de l'Italie pourrait alors presque penser au réveil du voisin Vésuve. Dix minutes plus tard pourtant, les Napolitains concèdent un coup franc dangereux. Une sanction transformée par Roberto Baggio qui laisse alors planer le doute sur l'issue de la rencontre. Quand le coup de sifflet final retentit, le score n'a pas évolué. Le Napoli décroche le premier titre de son histoire. Les festivités sont telles qu'elles retentissent à travers toute l'Italie. Un frisson ressenti très fort sur la péninsule et notamment du côté de Milan, la capitale du Nord. Mais bien que Maradona et le Napoli remportent le championnat une deuxième fois en 90, le monde du football commence à assister au déclin progressif de son icône. La saison suivante, tout le sud de l'Italie se rassemble derrière les champions qui défendent leur titre.
Le stade San Paolo est une cathédrale dans laquelle tout le monde aimerait se recueillir. Cela ne sera pourtant pas l'année de Maradona et de son club. Qu'importe le chagrin des Napolitains, l'ère du Milan AC est sur le point de s'ouvrir. Milan, club milliardaire pétri de pouvoir et d'influence. Le Milan AC, une équipe au pouvoir médiatique qui a rassemblé la crème mondiale des joueurs et qui représente le nord de l'Italie, soit l'antithèse du Napoli. Même un Maradona à l'incroyable talent ne peut à lui seul vaincre le Grand Milan. Devant son public, il produit pourtant un match qui lui est propre. Un match pour lequel ce public a toujours chaviré. Mais le potentiel du Milan AC est exceptionnel. Un groupe créé pour devenir l'équipe la plus efficace et la plus titrée du football européen. Un Milan dont les individualités peuvent s'exprimer tout en restant au service du collectif. Bref, un ensemble absolument pas intimidé par le football du Napoli. Les Napolitains ont beau tout essayer pour stopper la marche en avant des Milanais, rien ne peut arrêter les rossoneri, confiants en leur capacité, conscients de leur talent. Mais surtout, les rumeurs commencent à aller bon train dans le milieu du football, mais également hors du cercle du ballon rond. Certains membres du Napoli auraient laissé faire sous l'influence de la Camorra, la mafia napolitaine. En 1989, Claudia Villafan pénètre dans la basilique de Buenos Aires. Diego Maradona l'attend lui à l'hôtel. Une scène presque hollywoodienne, voire très italienne dans sa démesure. Une scène qui aurait en tout cas pu être extraite de la trilogie du parrain pour ce mariage à $1 million. Quand le couple quitte la basilique, difficile en tout cas de juger son degré d'émotion. À l'image du mariage proprement dit, la réception est elle aussi à grande échelle. 200 invités, dont ses coéquipiers du Napoli, ont été invités à prendre place dans un Boeing 747 loué pour l'occasion. La lune de miel est-elle repoussée à plus tard, car Maradona tient à se préparer pour la Coupe du Monde 90. Ce qui pourrait être sa Coupe du Monde, puisque l'Argentine défend son titre en Italie, son pays d'adoption. Rien se sent trompé, trahi. Seule l'Allemagne se dresse maintenant entre l'Argentine et une nouvelle Coupe du Monde.
Des Allemands à coup sûr parfaitement préparés pour cette finale particulière. Le plus grand souhait de Maradona, emmener sont les larmes d'un homme qui a réalisé que sa carrière exceptionnelle est certainement sur le point de... En mars 1991, un contrôle antidopage italien révèle la présence de cocaïne dans les urines de Maradona. En avril, avant même l'annonce de la sanction des instances italiennes, il se réfugie dans la maison de ses parents à Buenos Aires. Sans commentaire. Au contraire, ce sont ses agents qui affrontent la presse, annonçant que Maradona n'a pas l'intention de rentrer en Europe et qu'il souhaite quitter le football pour quelque temps. Même si plus tard, il rejouera pour l'équipe nationale et divers clubs. Quelques jours plus tard, on retrouve même un Maradona hagard et effrayé, encadré par des policiers qui viennent l'arrêter pour infraction à la législation sur les stupéfiants. Il avoue se droguer et est relâché moyennant une caution de 20 000 $. Sentence clémente, mais il doit simplement changer de vie. Quand s'annonce la Coupe du Monde 94 aux États-Unis, Maradona est de nouveau autorisé à jouer. L'Argentine est qualifiée et son numéro 10 reste quoi qu'il arrive la plus grande star. Le capitaine argentin. L'Argentine dispose maintenant de nouveaux joueurs et d'un nouvel état d'esprit. Avec un capitaine comme Maradona à la barre, tout reste donc encore possible. Et il le prouve contre la Grèce quand le pied gauche magique retrouve force et précision. Lors de la rencontre suivante contre le Nigeria, Maradona commence pourtant à donner quelques signes de nervosité excessive. Et à l'issue du match, c'est lui qui est désigné pour le contrôle antidopage. Apparemment, il ne paraît pas inquiet outre mesure. Et pourtant, il est au bord du gouffre. Ladies and gentlemen, quiet please. May I ask you not to use cell phones during the press conference? Les analyses d'urine sont positives. Il reste à l'heure actuelle une question toujours sans réponse. Pourquoi, si Maradona consommait régulièrement de la drogue, a-t-il accepté de disputer cette Coupe du Monde, sachant qu'il allait sans doute se faire contrôler ? De l'innocence de la jeunesse à la maturité de l'homme accompli, Maradona a toujours été, quoi qu'il en soit, le symbole de l'optimisme des Argentins, faire leur drame. À son retour à Buenos Aires, l'ex-enfant de la rue donne une conférence de presse, avec beaucoup d'aisance, de décontraction. Il reconnaît simplement ses torts, ajoutant qu'il aurait aimé mettre un terme à sa carrière sur un succès mondial. Et signe de changement, de la fin d'une époque, diront certains, à la question « Qui devrait gagner la Coupe du Monde ?», Maradona l'Argentin répond « Le Brésil ». Puis il se lève et s'en va.